Bonjour, vous êtes à l'émission spéciale de Radio Arménie. Aujourd'hui, nous avons pour invité Romain Fleury et Laurence Donte. Mardi 25 mai dernier, la chaîne parlementaire LCP a diffusé le film Les Justes Turcs de Romain Fleury et Laurence Donte dans l'émission Débat Doc de Jean-Pierre Grassien. Nous avons le plaisir de recevoir à l'antenne de Radio Arménie les deux réalisateurs de ce documentaire, Romain Fleury et Laurence Donte. Bonjour. Bonjour. Bonjour Hilda. Bonjour. C'est une tentative de raconter l'autre face du génocide que vous avez fait, la face des bons Turcs qui ont sauvé des Arméniens. Et l'ampleur de ce crime de génocide contre les Arméniens est tellement immense que ces cas de sauvetage ne manquent pas. Mais pourquoi avoir fait ce choix? Comment vous est venue l'idée de faire ce film, Romain Fleury? Vous pouvez répondre peut-être à cette question. Comment vous est venue cette idée qui n'est pas commune pour l'instant? Il n'y a pas d'autres films, à ma connaissance, sur les sauveteurs turcs des Arméniens pendant le génocide. Alors, bon, moi, c'est vraiment personnel. Hein. C'est tout simplement parce que ma grand-mère était de Marash. Et donc, elle a subi la fin du génocide, puisque c'est Marash, c'est 1920. Mais elle s'est enfuie à pied. Elle a échappé puisque son grand-père était député ottoman, Agop Kherlakian était député, et lui, il a eu la tête coupée et placée sur la grille de sa propriété. Donc, je ne sais pas si elle a vu ça, je ne sais pas comment elle est partie, je sais qu'elle est partie à Alep à pied, seule à 8 ans. Mais donc, elle n'était pas seule. En fait, c'est ça qui m'a étonné à un moment, c'est que, en fait, j'ai dû le savoir avant, mais j'ai appris assez tard, réappris que des Turcs l'avaient sauvée. Aidé. De toute façon, c'est loin. Hein. Marash, Alep, c'est loin. et en fait, ce chemin, c'est une idée qui commençait à me. Bon, j'ai fait histoire à la Sorbonne, donc je me suis dit, c'est pas possible. Bien sûr qu'il y a eu des justes. Il n'y a pas de génocide sans juste, en fait. Et là où vraiment, je me suis dit, il faut vraiment faire quelque chose, c'est quand j'ai lu et relu même Taner Aksam, et où là, il y avait des traces notamment d'officiels, quoi, de type des Agas, des sous-préfets, des préfets. Et là, je me suis dit, il y a quand même, il y en a. Alors pourquoi on ne les connaît pas? Et après, il m'a fallu rencontrer Laurence pour que le moteur se lance. Parce que seul, je pense que c'était une entreprise un peu délicate. Tout simplement parce que mon arménité s'est révélée aussi à l'occasion de la fabrication de ce documentaire. Bon, elle était venue avant. J'ai été pas mal de fois en Syrie, au Liban, grâce à mon frère, qui s'est le premier à avoir été le réveil. Mais voilà, le problème, c'est que je ne me sentais pas les épaules et la légitimité, parce que je me sentais pas vraiment arménien. Puis en fait, je l'étais. Il y avait plein d'indices qui disaient que je voulais pas les voir, mais il y avait plein d'indices qui montraient en fait que moi-même, je suis un petit-fils de rescapé en fait. Hein. J'avais pas voulu le voir parce que mon père voulait pas le voir et que ma grand-mère n'a jamais raconté. Voilà. Donc, c'est Laurence aussi qui m'a vraiment aidé, quoi. Alors, la même question s'adresse à Laurence. Comment vous avez adhéré à cette idée de Romain, si c'est le cas, ou sinon, comment vous êtes venu l'idée d'un tel projet sur les Justes Turcs? Alors, je suis donc journaliste, presse écrite à la base, et quand j'ai rencontré Romain, juste avant, je revenais du prix Aurora qui est organisé en Arménie à Erevan. Donc, je suis une journaliste qui s'intéresse pas mal aux chrétiens d'Orient, on va dire, et puis qui connaît aussi assez bien le monde musulman. Donc, l'opposition entre ces deux religions et parfois aussi les moments de réconciliation m'ont toujours intéressée.
d'une part. Et donc, en revenant du prix Aurora, je me suis posé la question, mais les Arméniens célèbrent les justes à travers le monde chaque année, et est-ce qu'il n'y aurait pas des justes turcs? Alors on m'a dit oui, mais non, mais c'est une histoire trop lointaine. Il y a eu pas mal d'arguments, parfois un petit peu étranges. Ça restait comme une part refoulée, en fait, me semblait-il, de leur histoire. Et donc, je me suis dit, mais en tant que journaliste et historienne de formation, c'est vraiment intéressant d'aller creuser cette question parce que malgré tout, je suis persuadée, et là ça rejoint un autre intérêt de ma part et qui est constant à travers mon travail, c'est que j'aime chercher les figures de réconciliation parce que je pense que la ligne de partage entre le bien et le mal ne se situe pas entre les peuples, mais elle traverse le cœur de l'homme et que chaque fois qu'il y a des crimes commis, il y a aussi quand même la possibilité d'une humanité au sein même de ces crimes. Donc j'ai été marquée bien sûr par l'histoire des Schindler durant la Shoah. Et voilà, j'ai trouvé que c'était un sujet passionnant. Et en fait, Romain et moi, on était extrêmement complémentaires et on est partis dans cette aventure-là. Voilà. À un moment de votre projet, est-ce que vous avez pensé ou vous avez entendu des Arméniens dire que tant que le grand crime n'est pas reconnu, c'est ce phénomène de justes Turcs qui ont sauvé des Arméniens pouvait être mal compris. Est-ce que vous avez réfléchi à ça aussi pendant la réalisation de ce projet, qu'il y avait un décalage entre le génocide, l'ampleur du génocide et ces phénomènes, et on va parler de ce phénomène des différentes des différents aspects de ce phénomène aussi, si vous voulez bien. Est-ce que quelqu'un vous a opposé cette idée, ou vous-même, est-ce que vous vous êtes posé cette question, Romain? Oui, très certainement. Dès le début, on a eu peur de blanchir l'État turc. Ça, c'est vraiment la peur la plus flagrante tout au long du récit. Et en même temps, du côté arménien, là, je dirais que ça se partage entre les générations. Pour les plus anciens, c'est impossible même d'en parler. D'ailleurs, j'ai un ami à l'Épin, Bedros Iramian, quand je lui ai dit que j'allais faire ça, oh, mon Dieu, il m'a regardé. Il y avait ce regard oriental que je connais bien, plein de respect, mais en même temps, mais pourquoi tu vas là-dedans? Tu vas cautionner le négationnisme turc, etc. J'ai essayé de lui expliquer. Ce qui m'a fait beaucoup plaisir, c'est qu'il l'a vu en avant-première. C'est vraiment un très, très bon ami. Et il a été très touché et il a compris la démarche. Mais il est vrai qu'on nous a souvent opposé ça du côté arménien. Mais les jeunes générations, pas du tout. Pas du tout. Bon, après, il faut avouer aussi que ça dépend de si c'est l'Occident ou l'Orient dont on parle. Ce n'est pas du tout la même vision des choses. C'est-à-dire c'est-à-dire que nous, en Occident, on a été bercés par la Shoah. On sait, on a appris ce que c'était qu'injuste, etc. Je pense que la reconnaissance est plus individuelle, en fait, dans les pays orientaux. C'est-à-dire que quand il y a eu un juste ou quelqu'un qui a été un sauveur, la reconnaissance va à la famille, à sa famille. Enfin, c'est un rapport différent, en fait. Ce n'est pas forcément un rapport historique avec un grand H. Non, c'est une renommée. Quand c'est possible. En Turquie, ça n'est pas possible, justement. C'est-à-dire on individualise les cas des sauveurs, mais on ne réfléchit pas au phénomène général des justes. Les justes, c'est un terme de toute façon, je pense, hébraïque. Quand on dit les justes, on fait référence aux justes de la Bible, qui ne sont pas de la religion hébraïque, si je peux me permettre, et qui sont des étrangers qui ont sauvé des Juifs. Donc, dans le cas arménien, c'est une transposition de cette terminologie que vous avez choisie, donc des Justes qui ont sauvé, qui n'étaient pas arméniens, mais précisément, c'était des Turcs.
Ce n'était pas, vous n'avez pas parlé, par exemple, des missionnaires, de ces femmes Karen Yepé, etc. Vous parlez les ambassadeurs, etc. Les Non, parce ambassadeurs, qu'en etc. fait, avec Laurence, on s'est dit tout de suite que ces gens-là ont un mérite immense et notre respect et notre amour éternel, mais ils n'étaient pas assujettis à la loi ottomane. Et donc, quelque part, ils risquaient moins leur vie. Je mets des guillemets. Hein. Mais il est certain que quand tu es maire, préfet, sous-préfet et que tu refuses les ordres ou que tu es un voisin Bien sûr. et qu'il y a le télégramme de Taner Aksam là, dans Killing Orders qui maintenant prouve clairement qu'on est en juillet 1915, donc on est quand même avril, mai, juin, juillet, un télégramme qui dit textuellement tous les gens qui abriteront des Arméniens seront pendus devant leur maison et leur maison brûlée. Ça veut dire que s'ils ont besoin de prendre cet ordre, donc c'est le général, le commandant des armées ottomanes. Si ce type est obligé de dénoncer ça dans toutes les provinces, c'est qu'il y a des indices quand même de protection. Alors après, on peut revenir sur la protection, on va en parler, mais il y a quand même un problème dans la machine génocidaire à ce moment-là. Un grain de sable, bien sûr. Hein. Sinon, en fait, pour tout dire, il n'y aurait pas eu de génocide si tout le monde avait été contre. Voilà. Donc ça, de toute façon, c'est très clair. Voilà. Voilà. Laurence, vous avez donc réfléchi à cette question de mettre, de faire un peu égalité entre le phénomène du génocide et le phénomène de sauvetage des Arméniens par les Turcs. Est-ce que et ceci dans l'espace d'aujourd'hui où la Turquie refuse encore ce génocide et d'assumer sa responsabilité. Est-ce que vous avez aussi vu ce risque quelque part en faisant ce film? Le risque, de créer un peu, de créer une équivalence, si vous voulez, quelque part, à partir du moment où le génocide n'est pas reconnu encore. Non seulement n'est pas reconnu, mais validé. C'est un peu le pari de notre film. Bon, c'est prétentieux d'aller commencer à écrire l'histoire avec un documentaire, hein, bien sûr. Mais le pari de notre film, c'est effectivement d'utiliser ce mot juste. Évidemment, on se réfère au juste parmi les nations établi par le Yad Vashem. Voilà, donc on s'est appuyé sur ce qu'ont fait l'État d'Israël pour rendre hommage aux gens qui les ont aidés et qui ont formalisé en fait ce terme de juste. On s'est dit, on va le choisir parce que même si ça n'est pas aujourd'hui cautionné, étant donné qu'il y a encore un négationnisme en Turquie, donc on est encore totalement bloqué hein, pour faire un tel geste, parce qu'en réalité, tant que le négationnisme est là, ça reste des bouteilles jetées à l'eau, mais c'est à la fois, comment dire, le terme et la recherche historique est relativement bloquée sur ces questions. Je vous expliquerai pourquoi, parce qu'en Turquie, c'est encore pire qu'en Arménie. Mais donc, nous, on a voulu d'abord clarifier, nous rendre accessibles au public, parce que si on dit ce sont des sauveurs, et c'est d'ailleurs le mot qu'utilise Raymond Kevorkian, il ne veut pas utiliser le mot juste parce qu'il trouve qu'il y a trop d'ambiguïté autour de ce mot, qu'on n'en est pas là, que finalement, nombre de gens qui ont été d'Arméniens qui ont été sauvés l'ont été faits par intérêt, parce qu'on a épousé leurs femmes, parce qu'on a adopté leurs enfants. D'ailleurs, à ce niveau-là, il y a beaucoup d'approximations aussi parce qu'on n'est pas du tout dans le cadre très organisé du génocide juif pendant la guerre. Il y a des ordres et des contre-ordres. Par exemple, en avril ou en mai, les ordres d'Istanbul étaient effectivement de laisser partir et déporter les Arméniens, mais si vous vouliez, vous pouviez prendre un enfant, l'adopter ou pour trouver une femme et la garder. Et puis, 3 mois plus tard, on disait tous ceux qui auront garder une femme vont être exécutés et leur maison brûlée. Et alors les gens ont dit, mais vous nous avez donné un ordre, maintenant nous on va être brûlés. Et donc après ils ont ressorti un 3e ordre et ils ont dit, écoutez, non, ceux qui ont adopté un enfant pendant ces 3 mois alors que c'était légal peuvent les garder. D'où tous les projets de turquification des enfants.
Bien Oui, sûr. alors c'était l'occasion. Islamisation des enfants, notamment, vous avez certainement eu en vue Oui. les orphelinats de Djemal Pacha, de Halidé. Absolument, oui, oui. Voilà. Mais c'est aussi une histoire un peu Halidé touchée qui Edip, gêne. qui Oui. avait pour projet de réunir les enfants rescapés du génocide et de les turquifier. Tout à fait. Donc, avec des programmes. C'est la grosse différence avec la Shoah. C'est-à-dire Oui, que clairement, les nazis ne cherchaient pas si vous voulez, à c'était pas la germaniser même les Juifs. forme de déterminisme de la part Non, du voilà. Mais C'était un autre déterminisme, Voilà. c'est-à-dire qu'on comptait sur la mémoire effacée des enfants. On ne prenait que les enfants qui n'avaient pas la mémoire de leurs origines, ou en tout cas étaient supposés ne pas se souvenir de leur passé arménien. 3 à 12 ans. Voilà. Alors, vous voulez terminer peut-être, Laurence? Oui, non, c'est juste parce qu'il y avait toutes ces ambiguïtés, donc c'est ce dont je vous parle, les adoptions. Il y avait aussi des gens qui disaient, OK, je prends cette femme, parce qu'elle était jolie, et à côté, il y avait la sœur, et puis la mère, et la mère et la femme disaient, mais si vous prenez ma fille, prenez-moi aussi, et sauvez toute la famille. Et le Turc disait... oui, oui, et puis après, il ne faisait pas ça du tout. Il les envoyait en déportation ou il les assassinait lui-même. Donc, on ne peut pas dire de ces gens-là que ce sont des justes. C'était effectivement des sauveurs. En revanche, il y a eu quand même des justes, je pense, qui en fait rentrent dans la définition vraiment de Yad Vashem, c'est-à-dire de sauver quelqu'un juste par humanité et au risque de sa vie. Et donc, ces éléments-là nous semblaient, étaient valables pour une poignée. C'est pour ça qu'on insiste pour dire Alors, comment vous avez fait pour les trouver, pour trouver ces personnes qui ont sauvé au risque de leur vie, qui ont même risqué qui ont même été assassinés, etc. Comment vous avez fait votre choix? Par quel biais vous avez pu trouver des descendants de ces personnes? En fait, je ne sais pas si Romain veut répondre. Non, juste, Laurence, il faut préciser qu'on a eu l'aide, le soutien même, de Raymond Kevorkian et de Taner Aksam. Donc ça, c'est très, très valable parce que notre immense frayeur était de citer un nom qui n'aurait pas, qui n'aurait pas été complètement certain. Ouais. Et c'est le gros problème des justes turcs. Donc, on s'est appuyé sur les deux éminents qu'on adore. Hein. Enfin, moi, j'adore les lire. C'est vraiment des gens incroyables. Et on a même fait une interview d'eux en dialogue sur les justes. Malheureusement, quand on ne l'a pas mise dans le film, parce qu'en fait, ça a retiré un peu de cette émotion qu'on cherchait à avoir. Et on repartait dans l'histoire. Donc, alors que notre intérêt n'était pas de faire une thèse historique, c'était plutôt de toucher, quoi. Mais cette interview, un jour, parce que c'est un vrai dialogue sur les justes entre deux immenses historiens, je pense que, Laurence, il faudrait qu'on la mette en ligne un jour, parce qu'elle a une immense valeur. Donc, je continue donc, à partir de ce que Romain vient de dire, avec cette espèce de quotient historique où il y a quand même dans le livre de Taner Aksam, le génocide du Nonde, je ne me rappelle plus du titre maintenant, mais bon. Un acte honteux. Un acte honteux. Il y a des noms, mais ce sont toujours des noms de hauts placés, soit des préfets, soit des sous-préfets. Donc, on s'est dit, l'idée c'était d'abord de partir de commencer à travailler à partir de l'Arménie, parce qu'il y a un livre qui est sorti à l'occasion du centenaire de la commémoration du génocide qui s'appelle The 100 Lives, mais sur ces 100 histoires qui ont été rassemblées, où on se souvient dans l'histoire familiale qu'il y a eu un sauveur turc. Le problème, très très rapidement, j'ai lu ces 100 histoires, il n'y a aucun nom, rien. Il y a Mehmet, il y a Ali. D'autant plus qu'au début du siècle dernier, les noms de famille, les patronymes n'étaient pas obligatoires. Voilà, donc qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça? En plus, les familles elles-mêmes
était assez ambigu sur ces gens, comme on le présente d'ailleurs dans le film, c'est-à-dire qu'il y en a très très peu, il y en a une ou deux seulement sur les 100 histoires où c'est clairement je remercie le Turc. Pour les autres, c'est oui, il nous a aidés, mais enfin il a quand même assassiné l'autre moitié de la famille, donc c'est pas injuste. Donc en fait, la mémoire familiale en Arménie nous a pas aidés telle qu'elle a été recueillie jusqu'à ce jour. Donc on est reparti vers la Turquie. Et en Turquie, effectivement, les seuls qu'on ait pu aborder, c'était des gens qui avaient été haut placés, dont l'histoire familiale avait été répertoriée par l'histoire officielle et qui ont eu le courage, il faut quand même bien le dire, le courage de nous parler. Ça n'a pas été une histoire facile. Pourquoi? Parce que bon, moi, j'ai travaillé pas mal sur la Turquie pour essayer d'ouvrir les portes un peu de force. On a eu Selal Bey qui, lui, est l'arrière-petit-fils d'un haut fonctionnaire, donc il témoigne tout au début du film. Lui, il a un site et il est tellement haut placé et en même temps, il n'a pas protégé que les Arméniens, il a aussi protégé les musulmans et tout. Il était très lié au pouvoir ottoman. Donc, ils ont été protégés, cette famille a été protégée. Et lui a bien voulu parler. Mais attention, il n'a jamais, par exemple, utilisé le mot génocide. Il était quand même relativement prudent et circonspect. Vous parlez du descendant de Djelal Bey? Oui. Il était extrêmement courtois, etc. Mais il a bien insisté pour dire que son grand-père a aidé les Arméniens quand ils étaient en situation de faiblesse, mais aussi les musulmans quand ils étaient en situation de faiblesse. Donc il a mis une forme quelque part un peu d'égalité entre les minorités persécutées. Donc, mais en même temps, son témoignage est important et les actes de son grand-père, à l'époque, même si c'était un homme protégé, il a été démis 2 fois de ses fonctions, une fois à Alep, une fois à Konya, parce qu'il s'est opposé à ces massacres. Mais bon, on peut dire que c'était injuste. Peut-être il risquait sa vie, il ne l'a pas perdu. Mais il y a aussi la possibilité d'une histoire qui est modifiée, puisque il a été juste, il aura bien pu être injuste dans votre définition, avec votre définition de juste, mais pour ne pas s'attirer des ennuis, les héritiers peuvent bien présenter ce cas comme un épiphénomène dans les actions de leur grand-père. Donc, c'est aussi une possibilité. Donc, parce que, oui. Moi, je voulais justement, je voulais vous poser la question de savoir comment vous avez été reçu globalement en Turquie. Alors, Attends, je voudrais dire un truc, Laurence. Il faut comprendre un truc sur les familles de descendants de Juste. C'est que en fait, on le sait tous, on peut être pénalisé. On peut aller en prison, on peut avoir des problèmes, on peut se faire tabasser, on peut même en mourir. Voilà. C'est toujours possible. Voilà, c'est une éventualité. Mais il y en a une autre aussi, et ça, c'est la marque de l'infamie, c'est d'être marqué du sceau du mauvais Turc, du mauvais citoyen. Et ça, dans un pays si nationaliste, c'est vraiment une marque d'infamie, vraiment. Et je pense que même si ces gens sont fiers au fond d'eux, et puis parfois meurtris, parce que les familles après ont payé quand même. Là, il se trouve que c'est l'Albé, il a eu la chance, je crois qu'il était, si je ne dis pas de bêtises, directeur de l'ENA ou de Sciences Po. Oui, la Moulkiye. Voilà. Et en fait, il a eu, il a été professeur de Enver et je sais plus et d'autres génocidaires. Donc en fait, quelque part, il le connaissait. Donc peut-être qu'ils n'ont pas voulu le tuer, mais il y en a plein d'autres qui n'ont pas eu cette chance. Donc ce que je veux dire, c'est que les familles aujourd'hui, voilà comment on a été reçus. Ils sont dans la douleur en fait. C'est ça qui m'a vraiment surpris, c'est qu'ils sont autant dans la douleur que certaines familles arméniennes. Je parle des descendants de vrais Justes. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas parler de leur histoire. Souvent, elle est dramatique. Et ils sont dans une société où on ne peut pas les entendre. Voilà. Donc, c'est vraiment un non-dit. Là, clairement, alors là, on va aller plutôt vers les petits-fils de Hussein Nessimi Bey. Alors là, carrément, je me demande si je pense que c'est la première fois ou la deuxième fois. Ils ont dû parler à un média
Hrant Dink, je pense qu'ils ont parlé une fois en Turquie, à une époque où on sait, dans les années 2000, où il y a eu quelques avancées. Mais un média étranger, je crois pas. Franchement, là, je crois pas. Et eux, c'est au donc début… le nombre très restreint de cas que vous avez pu rencontrer. Oui, absolument. Oui. Alors, je voudrais rajouter quelque chose, c'est qu'on n'a pas pu filmer en Turquie officiellement. On a reçu un refus de filmer, même si on avait essayé d'adoucir un petit peu le… Parce que pour filmer en Turquie, vous avez besoin d'une autorisation. Ben, c'est mieux. Mais le résultat a été négatif, donc on l'a quand même fait. Donc on est quand même parti sans dire notre sujet. Sans dire qu'on était en tournage, surtout. Donc, avec des moyens, moi, je fais des documentaires depuis très longtemps. Et là, j'avais des moyens qui étaient juste un appareil photo et j'avais planqué un HF. C'était vraiment très limité, quoi. Voilà. Ouais. Donc, ça a rendu évidemment la partie turque relativement compliquée à réaliser et on aurait bien voulu circuler en Turquie et puis même pouvoir aller dans des villages ou dire tiens, quelle est votre mémoire à vous, surtout au Kurdistan, c'est ce que je voulais aussi dire. Au Kurdistan, il y a une mémoire quand même beaucoup plus vive et beaucoup plus ouverte du génocide arménien. D'ailleurs, il y a un chercheur turc qui s'appelle Adnan Selik qui nous a beaucoup aidés et qui vient de sortir un livre sur cette mémoire du génocide arménien chez les Kurdes. Et donc, dans le film… Il vient de paraître en français aux éditions L'Harmattan, La Malédiction. Voilà, exact. Et en fait, intéressant. Dans cette région, effectivement, comme on le dit dans le film, il y a beaucoup de noms de lieux qui réfèrent encore au génocide. Donc, c'est très présent. En même temps… Mais à votre avis, pourquoi la mémoire du génocide est plus vive au Kurdistan, chez les Kurdes, et pourquoi, bon, j'imagine la réponse ou les réponses, mais je pense que c'est intéressant de sonder un peu les raisons. Pourquoi en Turquie, dans les partis turcs, ou en tout cas dans la société turque, on a peur, on ne se penche pas sur la question et on reste dans le discours officiel. Et du côté du Kurdistan turc aujourd'hui, enfin ce qu'on appelle le Kurdistan, aujourd'hui, on a une mémoire qui se transmet de génération en génération. Je pense enfin, moi, je vois une raison simple, c'est géographique déjà, puisque bon, bien sûr, c'est là où il y a eu tous les massacres, c'était là l'Arménie. Donc, ils savent très bien qu'ils habitent dans des maisons arméniennes. Moi, j'ai fait mon voyage à Maraş avec mon père, mon frère et tout. J'ai deux réflexions qui m'ont marqué de Kurdes. La maison de votre arrière-grand-père est toujours là. Oui, il y en a plusieurs, oui. Ouais. Il y en a plusieurs, oui. Je sais de sources sûres que la maison des Relakian est toujours à Maraş. Voilà, alors il y avait sa demeure qui devait être son palais, qui lui a été transformé en quartier, mais bon. Non, quand on y était justement, je me souviens d'un truc, c'était… donc on va chez des voisins et puis ils nous ont flotté, bien sûr, le chai, et bon, tranquille. Et puis à un moment, le type nous dit oui, alors je sais qu'on a été comme frères, puis il s'est passé quelque chose. Bon, déjà, ça c'était pas mal. Et après, ils nous ont embrassés comme du bon pain, bien sûr. Et l'autre truc, c'est là, j'avais travaillé sur un doc une fois sur le Shadvan, qui est ni kurde ni turc, hein, qui est arménien, mais c'est pas grave. Et donc, c'était pour Faut pas rêver. Et là, il y avait un type qui m'avait pris à part, qui avait compris d'où je venais, et qui me dit, il m'avait dit, ah bah, si on avait su qu'on aurait été les prochains. Voilà. Très bien. C'est souvent ça qui revient. C'est une explication, en tout cas. Oui. Je pense qu'il y a quand même pour eux, le génocide arménien a quelques échos avec ce qu'ils vivent aujourd'hui. On est évidemment quand même pas tout à fait dans un même registre. Et puis, il n'y a pas le même nombre de populations. Je veux dire, je crois que les Kurdes sont 12 millions ou 13 millions en Turquie. Et la population arménienne était à l'époque moins nombreuse. Oui, mais non, à l'époque, les Kurdes n'étaient pas 12 millions. Non, aujourd'hui, je dis donc, aujourd'hui. Il faut comparer, voilà, on peut comparer.
je veux dire, les Kurdes n'étaient pas plus nombreux que les Arméniens au début. À l'époque, ok. Mais je parle d'aujourd'hui. Donc voilà, je ne suis pas sûre que ce serait aujourd'hui possible de procéder avec les Kurdes comme ils l'ont fait avec les Arméniens, et heureusement. Mais sûrement qu'il y a comme un sentiment d'être victime du pouvoir central turc qui se répète, quoi. Je voulais vous demander. Je vais juste Oui, rajouter pardon. une chose, c'est que les Kurdes sont assez ambivalents sur cette question de la mémoire, parce qu'on sait bien que les Kurdes ont aussi contribué au massacre. Donc, oui, les chefs kurdes, les tribus kurdes ont participé largement au massacre. Là où l'armée ne massacrait pas, c'était les Kurdes qui étaient chargés de le faire. Sous une forme de banditisme, hein, plutôt, souvent. Alors, non, c'était organisé. On ne peut pas dire que c'était dû au hasard des bandits. C'était organisé à la tête de l'État que les Kurdes, déjà au massacre de 1895-96, c'était les Hamidiyés, c'est-à-dire les Kurdes organisés par le sultan qui l'avait massacré. En 1915, c'était organisé à la tête de l'État que les Kurdes devaient participer à ces massacres. Et très souvent, on demandait aux Kurdes de massacrer et on leur promettait la moitié des biens des Arméniens qu'ils avaient massacrés et l'autre moitié venait au préfet ou au vali du coin, etc. Ah, je voulais revenir, vous me faites penser à une des réserves aussi que j'ai entendues du côté arménien, c'est de me dire non, mais il y a eu des justes, mais ils n'étaient pas turcs, ils étaient tcherkesses, ils étaient alévis ou ils étaient kurdes. Et en fait, je crois que c'est un faux débat. Je pense aussi, oui. Parce qu'en fait, ils étaient ottomans. Voilà. Et donc, il y a eu des Turcs. Alors, si on veut vraiment ethniciser, ce qui est un peu dommage d'ailleurs, la question, il y a eu des Turcs qui ont sauvé des Arméniens. Point final, maintenant, on peut le dire. Bien entendu. Il y a eu des Kurdes aussi, et il y a eu des Arabes, des Tcherkesses. Mais Romain, au début du XXe siècle, tout était ethnicisé. Voilà. Religiosisé même. C'est-à-dire, on distinguait bien les Arméniens catholiques, les Arméniens évangéliques, les Arméniens apostoliques. On distinguait bien les Tcherkesses, ceux qui étaient d'origine tcherkesse. D'ailleurs, dans leur nom, très souvent, c'était Tcherkesse Mehmet, Tcherkesse ceci, Tcherkesse cela. Donc, c'était bien distingué au début du siècle. Mais ceux qui ont pu, effectivement, sauver des Arméniens, c'était pour prendre dans la majorité des cas, pour prendre les terres. C'est-à-dire en épousant une Arménienne, on prenait possession des biens de l'ensemble de la famille qu'ils avaient massacrés. En prenant un enfant ou deux enfants ou trois enfants, on les prenait aussi pour travailler dans les champs alors que les jeunes Turcs étaient à l'armée et qu'il n'y avait personne pour travailler les champs. Et avec tous les abus et tous les... il y a suffisamment de mémoires écrit par des rescapés d'esclavage arménien. Le premier, c'est un des plus célèbres, c'est Napoléon Bulukian, qui est resté 3 ans esclave dans une famille kurde à Malatya, alors que toute sa famille avait été décimée par les mêmes Kurdes qui avaient massacré les Arméniens. Donc ça, c'est un autre débat. Mais revenons à votre film. Comment votre film a été reçu en France? Parce que je pense que vous avez proposé votre film aux médias. Je dis en France, mais vous êtes tous deux vous, Laurence, vous êtes belge, je crois. Alors, je voudrais bien répondre à cette question parce que c'est vrai que... Romain, vous êtes français. Non, moi je suis belge. Je suis français. Je suis belge d'origine. Alors, justement, c'est intéressant cette question parce que, en fait, j'ai essayé de comprendre pourquoi. En France, d'abord, on ne l'a pas acheté. Enfin, c'est-à-dire, on n'a pas trouvé de diffuseur. Voilà. Et donc, moi étant belge, je me suis dit, je vais me tourner vers la Belgique. Et la Belgique a tout de suite dit oui, la RTBF. Donc, on est parti en coproduction avec la RTBF et un producteur belge. Et ensuite, un peu en cherchant, en disant qui pourrait être intéressé par un sujet comme ça, je me suis dit l'Allemagne. L'Allemagne parce qu'elle a une grosse communauté turque. Et l'Allemagne a accepté et la chaîne parlementaire a rejoint le projet. Et en fait, en France, on n'a eu que des refus. Alors,
J'ai une explication, mais il y en a sûrement plusieurs. Mais mon explication première, c'est qu'il y a deux communautés importantes dans les pays à qui on a vendu, communauté turque, c'est-à-dire l'Allemagne, principale communauté turque d'Europe, et en Belgique, nous avons aussi une grosse communauté turque. Donc, je crois que du coup, ça crée une sensibilité à cette question et se sont dit, voilà, c'est l'occasion aussi de, comment dire, de mettre un peu la communauté turque face à son histoire, la titiller un peu. Et là, on a eu une très belle interview avec Cem Özdemir, qui est donc député vert au Bundestag et qui a milité pour la reconnaissance du génocide arménien par le Bundestag, donc par l'Assemblée nationale allemande. C'est un homme remarquable, mais par ailleurs, il est un peu isolé, lui aussi. Et on a eu une grosse surprise en Allemagne en y allant en reportage parce que pour essayer de rencontrer des descendants de gens qui auraient sauvé des Arméniens, ils nous ont tous opposé un refus. Et alors on s'est dit, mais pourquoi un refus? Jusqu'en Allemagne, ces gens ne veulent pas parler. Eh bien, parce qu'ils ont peur de se mettre en marge de la communauté. Et ça a été un choc. Alors moi, j'ai aussi autre chose à dire sur le refus qu'on a essuyé en France. Je veux dire, si en Allemagne et en Belgique, il y a des grosses communautés turques, je pense qu'en France, on a une grosse communauté arménienne. Donc là, ça pose question, en fait, sur les chaînes. Ça fait 20 ans que je fais ce métier, j'ai fait plus de 100 films. J'ai travaillé pour toutes les chaînes. Et là, on me refuse ça. Et là, je vous dis que j'étais un peu crispé. On va dire ça comme ça. Ce qui fait qu'un jour, ne sachant plus quoi faire pour la France, qui est mon pays quand même, là où je travaille, là où je vends mes films, je réussis à avoir le numéro de Guédiguian, Robert. Et je l'appelle, adorable, je vous le dis déjà, adorable, avec son gros accent marseillais. Il me dit, mais mon gars, mais moi-même, j'étais obligé de décrocher mon téléphone plusieurs fois pour vendre un tout petit documentaire d'un type qui est à Marseille sur sa grand-mère, etc., parce que personne n'en voulait. Et j'ai fait du lobby auprès de France 3, machin, pendant 6 mois. Et là, il a ajouté, dans mes souvenirs, il a dit, en fait, il n'y a pas de lobby arménien en France. Il n'y a pas de truc. Alors, j'ai lu des commentaires de gens, les commentaires sont plutôt très bien, dans la très immense majorité. J'ai lu 2 commentaires de franco-arméniens qui disaient oui, on n'apprend rien, etc. Mais les gars, déjà, on a réussi à le faire, on a réussi à le diffuser, et c'est pour le grand public, et c'est à 20h30. Il y a eu combien de documentaires comme ça sur le génocide arménien à 20h30? Il n'y en a pas. Alors que, sincèrement, on est, je ne sais pas, c'est quoi? C'est la deuxième plus grosse communauté dans le monde, non? En France, un truc comme ça? Troisième. Et je ne sais pas pourquoi cette communauté n'arrive pas à vendre ses histoires. Ce que Guédiguian vous a dit, ça veut dire qu'il n'y a pas de lobby arménien. Voilà. Malgré ce mythe de lobby qui a été développé par la Turquie, faire face au lobby arménien, etc., ce n'est pas un lobby organisé pour ce genre de choses, en tout cas. Non. Donc, l'accueil difficile, on peut s'interroger sur l'accueil, sur les raisons de l'accueil que vous avez avancé, Laurence, en Belgique et quelque part en Belgique et en Allemagne, on peut se poser la question de savoir si ce n'est pas une manière pour la Belgique et l'Allemagne de traiter la question du génocide en ne stigmatisant pas les Turcs. Non, mais c'était d'ailleurs un peu l'objectif de notre film aussi, c'est-à-dire ne pas stigmatiser ni les uns ni les autres et essayer de trouver les gestes d'humanité qui transcendent la nationalité. Hein. C'était ça notre message. Je pense que comme la communauté turque en Belgique, elle est quand même très, erdoganienne, très nationaliste. Hein. C'est un même peu partout. Dans toute l'Europe. Oui, mais la Belgique, je crois qu'il y avait, lors des dernières élections, c'était le taux le plus élevé favorable à alors que la communauté turque en Allemagne rassemble beaucoup plus d'opposants. Il y a beaucoup de Kurdes aussi. Beaucoup de Kurdes, beaucoup d'opposants, et donc elle est beaucoup moins nationaliste. Donc le pari, je remercie mon pays quelque part parce qu'ils ont fait un pari un peu délicat.
hein, malgré tout. C'est pas un genre de film qui, à mon avis, fait l'unanimité auprès de la communauté turque. Donc, au contraire, c'était plutôt, comment dire, c'était plutôt audacieux et les retours ont été très bons. L'audience a été excellente, donc ils étaient ravis. Voilà, nous, on aimerait maintenant que ce film continue à vivre, hein, bien sûr. Oui. Surtout qu'en Alors, France, une dernière question avant de rappeler que ce film va être rediffusé sur la chaîne LCP et qui est disponible aussi sur Internet. Une dernière question. Vous avez eu finalement des interlocuteurs en Turquie qui ont accepté. Est-ce que ça a été difficile pour ceux qui ont accepté? Ça a été difficile de les amener à parler, à témoigner. On a été tout de même assez interpellés par l'attitude de ces gens, des deux frères notamment qui parlaient, et qui sont dans une autre dimension, pas seulement une dimension de réel politique, de se méfier des Arméniens parce qu'on risque des choses en Turquie, on risque des poursuites, etc. Mais ils étaient tout de même dans une dimension, j'allais dire, spirituelle. Un des frères a dit que la femme arménienne qui l'a remercié pour l'acte de son grand-père lui avait porté bonheur. Qu'est-ce que vous avez, comment vous avez ressenti cette autre dimension des témoignages de ces gens qui disaient que, bon, comme la malédiction dont on va certainement parler sur Radio Arménie, la malédiction des Arméniens qu'on a massacrés, et pèse sur des esprits, sur des générations selon leurs sentiments. Et de l'autre côté, la bénédiction dont cette famille bénéficierait, quel effet ça vous a fait? Comment vous avez reçu cette autre dimension des justes turcs? Romain? Bah, il y a un côté magique. C'est-à-dire que moi, bon, ça m'a beaucoup touché déjà. Quand il y en a un qui dit, bon, ils sont très très riches. Hein. Je crois qu'il y en a un qui a été président de Galatasaray. Enfin, bon. Et c'est des gens qui en fait, ils sont repartis de zéro. C'était des familles bourgeoises et intellectuelles et avancées. Avec cette histoire-là, ils sont repartis à zéro, comme ils expliquent bien. Et en fait, je pense que leur père, ça a été un moteur. Il a fallu reconstruire, retrouver une place dans la société. Et ça, bon, c'est des types, c'est des battants. Et c'est des battants à cause. D'où peut-être comment dire, le manque de crainte, peut-être des poursuites, etc., c'est évident, en cas de témoignage. Je crois qu'il y en a un qui était impliqué Ils se sentent moins vulnérables que les autres. Exactement, il y en a un qui était politicien, banquier, je crois kémaliste, hein, un truc comme ça, et l'autre, ouais, dans le pareil. Enfin, donc ils ont une certaine stature qui peut-être, mais ils ont quand même failli ne pas nous donner l'interview. On est arrivé exprès en douce à Istanbul, en douce, hein. Et tu te souviens, Laurence, on est parti de l'aéroport tout de suite parce qu'ils voulaient qu'on vienne maintenant et pas après. Donc on est arrivé. Et ça faisait des mois qu'on attendait de les croiser et de les interviewer. Et en fait, ils nous disaient, on n'avait pas compris que c'était avec une caméra, etc. Et ils nous disent non. Là, la déception était grande. Puis on commence à discuter. Et en fait, on leur explique nos motivations. Et ils ont vu qu'on connaissait très bien le sujet. Et ils ont fini par accepter, mais j'ai eu une demi-heure, je dis ça en tant que caméraman, en tant que cadreur, j'ai eu qu'une demi-heure pour faire cette interview. Malheureusement, elle est un peu moins bien filmée que les autres, mais on s'en fout. L'idée, c'est quand même le contenu. Et non, ils m'ont beaucoup touché. Ils m'ont beaucoup touché parce que ça sortait. Il fallait que ça sorte. Là, c'est sorti. En plus, c'est deux bonhommes, quoi. C'est du Turc de 60 ans, baraqué et tout. Puis là, on sentait qu'ils étaient vraiment touchés, quoi. Mais pour revenir aussi à votre question, moi, cette spiritualité, effectivement, elle m'a touchée parce que peut-être je suis, comme je disais, je m'intéresse aux religions et je crois que, bon, il y a l'expression chez eux peut-être aussi de leur foi musulmane, qui
dont on a pu retrouver parfois à travers d'autres témoignages, mais qui ne sont pas dans le film, qui, dans sa plus haute expression, finalement, est pleine d'humanité et augmente enfin, le potentiel d'humanité des êtres. Et donc, je pense que on a souvent la version violente des religions dominatrices, mais ici, en l'occurrence, c'était plutôt l'expression d'une spiritualité qui rassemble les hommes, quoi. Donc ça, moi, ça m'a touchée, oui, ce qu'ils ont dit, parce qu'il y avait quelque chose d'immatériel. Et ce sont les deux faces de la religion. D'un côté, on a tué au nom de la religion aussi pour les Arméniens. De l'autre côté, ceux qui ont sauvé, ils l'ont sauvé au nom de la religion aussi. Exactement. Donc, on a encore une fois deux versants de la religion. Qu'est-ce que vous attendez pour ce film? D'abord, les réactions du public, qu'est-ce que vous avez eu comme réaction et qu'est-ce que vous projetez après? Les réactions. Alors, vous avez parlé tout à l'heure d'une réaction d'un Arménien, je crois, qui a dit « ça ne nous apporte rien, ça ne nous apprend rien ». Alors, ça, c'est les réactions un petit peu négatives, mais en fait, la grande majorité était très positive. Et surtout, il ne faut pas oublier que moi et Laurence, on s'est dit, on va faire un film grand public. Donc, d'abord, c'est la chaîne parlementaire française, donc on ne va pas faire un truc… voilà, donc l'idée, c'était de faire du grand public. Et déjà, dans les non-initiés, c'est-à-dire ni turcs, ni arméniens, j'ai eu, moi, sur mes posts, vraiment des émouvants, magnifiques, je ne savais pas, voilà. Donc, on a fait œuvre de connaissances, quoi, de base. C'est vrai que les gens qui s'y connaissent bien, je ne pense pas qu'ils aient appris grand-chose, parce que en fait, voilà, à part le fait qu'on essaye de donner la parole à la famille, parce que c'est ça qui était notre but. C'est qu'on aurait pu faire un film historique, mais on s'est dit, donnons la parole aux familles. C'est par là que c'est passé. C'est l'oral qui fait que ces histoires existent encore, puisqu'il n'y a pas eu d'histoire officielle, donc c'est évident. Donc ça, c'est plutôt réussi, c'est ce qu'on nous a dit. Et après, les petites critiques, je vous dis, c'était est-ce qu'ils ont vraiment existé? Ça, je me souviens d'un post comme ça, une dame arménienne. Est-ce qu'ils ont vraiment existé? Est-ce que c'est pas une manœuvre pour blanchir les Turcs? Bon, mais c'est minoritaire parce que même dans les postes des franco-arméniens ou des Français d'origine arménienne, la grande majorité sont contents de ce film et voilà. Mais en parlant des réactions, je dirais quelque chose, c'est que moi, je n'ai eu aucune réaction côté turc. C'est un peu… Oui. Et vous, Romain, vous avez eu des Alors, si, mais je n'ai pas regardé, mais si, il y avait des Turcs, mais bon, ils sont d'extrême gauche, je pense, et j'en suis certain. Mais il y en a un qui disait que c'était une faille, d'ailleurs, c'était notre idée, hein. C'est une faille dans le négationnisme. Les justes turcs bien documentés, etc., sont une faille dans le négationnisme, puisque s'il y a des justes, c'est qu'il y a eu un génocide. Donc, c'est aussi notre idée sous-jacente. Puis la mienne, surtout, c'était quand même de dire, d'aborder En fait, c'est une épine dans le pied, quoi, du négationniste de base. Ah bon, il y a eu des justes, voilà. Romain Fleury et Laurence Donct, vous avez donc fait ce film sur les justes turcs. Est-ce que vous pensez que ce film pourrait être l'amorce d'un dialogue, d'une nouvelle sorte de dialogue, non pas seulement sur les justes, mais d'une nouvelle sorte de dialogue qui sorte de ce qui étaient les dialogues des années 2000, qui avaient pour projet de faire entrer la Turquie en Europe, d'effacer tout obstacle devant l'intégration de la Turquie. Est-ce qu'on peut imaginer une autre sorte de dialogue avec un film tel que le vôtre? Je ne sais pas si on peut prétendre vraiment à un changement. Je dirais que, bon, par exemple, en Belgique, il y a la Fondation Bogossian qui propose donc une séance privée avec débat. Un peu comme, voilà, en France aussi, j'ai eu une communauté arménienne de Lyon qui m'a dit qu'ils aimeraient bien le diffuser, puis avec débat. La question, c'est
ce sont des communautés arméniennes qui proposent de débattre, mais en fait, il faudrait que vienne aussi du côté turc la possibilité de débattre. Est-ce que si à la Fondation Bogossian viennent que des Arméniens, bon, on a fait encore une fois, chemin, vous avez raison de signaler cela, mais encore une fois, le film est parti du côté arménien, j'allais dire, si vous n'êtes pas arménienne, mais du point de vue arménien des sauveurs. Et encore une fois, la diffusion du film, en tout cas la réflexion sur le film, se fait dans le cadre arménien. Est-ce que ça vous interpelle? Moi, je trouve ça très bien, parce qu'en fait, ça nous place bien au-dessus des Turcs négationnistes. Et ça nous fait dépasser aussi notre position de victime. Et ça peut que montrer la grandeur d'âme des Arméniens que de reconnaître les justes, en fait. Oui, c'est très bien, mais moi, en tant que non-arménienne, disons, je me dis, mais il y a du boulot encore de l'autre côté. Et si on veut vraiment, effectivement, arriver à un dialogue entre les deux peuples, idéalement, ce film devrait pouvoir aussi sortir en Turquie. Ce serait extraordinaire. Moi, je ne pense même pas en Turquie dans les conditions actuelles. Je pense à des sociétés, des démocrates, entre guillemets, turcs, qui sont en diaspora et qui pourraient faire œuvre de pédagogie dans leur communauté. Exact. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas exclu pour l'instant. Donc, en fait, le film est encore il doit être diffusé en Allemagne. Ce n'est pas encore fait. Et peut-être que là, ça va donner quand même quelques suites au sein même de la communauté turque. On peut l'espérer, quoi. Mais pour l'instant, j'ai pas beaucoup de signes de ça. Hein. Donc, alors moi, j'ai des signes parce qu'il y a des Turcs français qui m'ont aidé pour des traductions, pour des précisions, parce que c'est un pays où j'ai voyagé, mais je ne peux pas dire que c'est un pays que je connaisse. Voilà, je ne parle pas turc déjà. Et en fait, ce sont des jeunes Français d'origine turque. Oui. Et ouverts, éveillés, puisqu'ils travaillent souvent dans le journalisme, des trucs comme ça. Mais j'ai eu 3-4 messages après la diffusion. Merci, on peut s'identifier enfin à des gens bien. Tout notre peuple n'était pas des salauds, quoi, en fait. Donc, ça, c'est vraiment ce qui revient, en fait, dans les 3-4 que j'ai eus, qui m'ont discrètement, en message privé, et pas sur le post. Quelque part, le film est une perche tendue à une certaine catégorie de Turcs, soit de la diaspora turque, soit des mouvements qui œuvrent pour la démocratie, etc. C'est une perche tendue. Est-ce que vous pensez que cette perche pourra changer quelque chose? Mais je pense qu'elle peut toucher, comme dit Romain, notamment au-delà de l'Arménie, en Turquie, des cercles de jeunes. Il y a d'ailleurs des Arméniens et des jeunes Turcs qui voyagent ensemble. Il y a des choses qui sont faites comme ça par des organisations, des ONG, et qui se confrontent au lieu de mémoire à la fois en Turquie et en Arménie. Je pense que ce film peut participer et toucher en tout cas certains cercles. Je ne dirais pas les hautes sphères. Vous savez, dans les conditions où nous vivons aujourd'hui en Arménie, après cette guerre meurtrière, lorsqu'on a vu le président turc aller à Bakou et rendre hommage à un des principaux artisans du génocide des Arméniens, on a tout de même l'impression que ces petits cercles de gens qui rentrent dans des mouvements de dialogue qui sont encouragés par l'Union européenne, par le département d'État américain, etc., que tout cela fait simplement diversion, que la Turquie reste la même, que l'idéologie dominante reste la même, que la doctrine turque n'a pas changé depuis le génocide. Alors, ces mouvements de dialogue, on peut tout à fait espérer que ces mouvements peuvent aboutir un jour à quelque chose, mais il y a une telle rigidité vis-à-vis de cette question du génocide dans la pensée politique turque que quelque part, nous avons le droit d'être très vigilant pour ne pas penser que tout ce qu'on fait de bien, tous les mouvements pour le dialogue qui sont
qui ont été générés par les Arméniens d'Arménie, dont vous avez parlé, des jeunes qui font des choses ensemble, etc., tout cela sert d'une certaine manière, a servi et sert d'une certaine manière la politique turque d'aujourd'hui. Alors, c'est de donner une autre image de la Turquie, quelque part, c'est de donner l'image d'une Turquie tolérante qui laisse ses jeunes voyager avec les jeunes Arméniens, etc., alors que l'énormité de la position turque du génocide, depuis le génocide jusqu'au négationnisme, jusqu'à l'hommage rendu aux responsables du génocide, fait douter de ces choses-là. Vous êtes dans ce doute, vous aussi. Alors, ça tombe bien, puisque j'ai envie de dire, il faut dissocier la doctrine d'État du peuple. C'est un peu ce qui s'est malheureusement pas passé pendant le génocide arménien. Mais le peuple fait partie de l'État. Oui. Voilà, je suis d'accord. Mais en fait, il se trouve que ce film est sorti il y a 1 an en Belgique. Quand j'ai vu que LCP allait programmer le 25 mai après la guerre, j'ai fait « oh là là ». J'avoue, hein, je me suis dit « on s'expose à des critiques ». Moi-même, j'ai suivi l'actualité tous les jours, etc. Et d'un autre côté, en fait, en réfléchissant, je me disais « mais il n'y a jamais de bon moment en fait, pour sortir un truc sur les Justes Turcs. Il n'y aura jamais de bon moment ». C'est triste, hein, mais depuis 100 ans, en fait, il n'y a pas eu de bon moment pour le sortir. Donc, tant pis. En fait, il y a un moment, on ne peut pas laisser ces types qui nous ont sauvés sans la poignée, sans reconnaissance historique et sans reconnaissance de nous qui avons été sauvés. Ce n'est pas possible. En fait, il y a un moment, tant pis pour les circonstances politiques, tant pis pour… C'est la vie. Il y a un moment, il s'est passé ça. Justement, ça serait du négationnisme pour moi de ne pas le reconnaître. Et d'autant plus que j'ai été sauvé, mon père aussi, par des gens qui apparemment, j'aurais aimé avoir leur nom, mais étaient très bien, quoi. Et on n'a rien demandé, pas d'argent, rien. Donc, il n'y a jamais de bon moment. En tant qu'historien, et Romain aussi a fait l'histoire, donc on est quand même aussi mu par un désir de quête de la vérité. Oui. Voilà, donc je crois que la façon dont les gens le reçoivent ne doit pas conditionner notre désir de la partager. Merci beaucoup, Laurence et Romain, pour cet entretien très, très intéressant. Le film Les Justes Turcs est à l'antenne, encore une fois, je crois. Il y aura une rediffusion sur LCP et ceux qui sont intéressés peuvent visionner le film sur Internet. Est-ce que vous pouvez nous dire comment? Oui, donc le film est accessible sur le site lcp.fr jusqu'au 7 juin et il sera rediffusé à 2 reprises, le 1er juin à minuit 30 et le 25 juin, donc en fait comme le 25 avril, comme le 25 mai la première fois, donc là à nouveau le 25 juin à 20h30. Donc, et il est accompagné d'un débat animé par Jean-Pierre Gatien, qui est très bien, qui ouvre sur d'autres questions plus larges de géopolitique. Et le titre complet, c'est important parce que c'est Les Justes Turcs, un trop long silence. Trop long silence. Voilà. Les Justes Turcs, un trop long silence, c'était l'objet de notre entretien aujourd'hui avec Laurence Donte et Romain Fleury, co-réalisateurs de ce film que vous pouvez encore voir sur LCP. Merci Romain, merci Laurence pour cet entretien. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Merci. Merci. Merci à vous.